Dans l'État américain de Floride, un tueur mène une surprenante double vie. Le jour, il s'occupe de patients dans un hôpital. La nuit, il arpente les rues de la ville et s'attaque à des femmes vulnérables. La police de Floride lance une vaste chasse à l'homme pour le coincer. Mais c'est grâce au courage d'une seule adolescente qu'il sera traduit en justice pour prendre rendez-vous avec la chaise électrique. « 13 mai 1984 à Tampa, en Floride. Aux abords de la ville, les enquêteurs de la brigade criminelle sont appelés sur les lieux d'un meurtre sordide. On découvre le corps d'une femme dans un champ. Son corps est nu, hormis la corde qui lui lie les poignets. Elle a été violée, puis étranglée. Sa mort a été longue et douloureuse. L'enquêteur Charlie Wolf sait pertinemment que cette image restera gravée dans la mémoire de toutes les personnes présentes ce jour-là. C'est une chose qui vous marque à vie. Pas seulement en tant que policier, mais en tant qu'homme aussi. Un meurtre doublé d'une agression sexuelle, c'est une affaire très sérieuse. Les enquêteurs remarquent un autre détail perturbant. Après sa mort, le corps de la jeune femme a été placé dans une position grotesque. Ses jambes ont été tellement écartées que ses hanches semblent cassées. Ligotée, violée, étranglée, mise en scène. Pour le psychocriminologue David Holmes, il est évident qu'ils ont affaire à un tueur violent et calculateur. Les poignets attachés laissent à penser que l'acte était prémédité. Le tueur avait le matériel nécessaire pour perpétrer son crime. Il a laissé sa victime dans cette position soit pour la rabaisser, soit pour choquer la personne qui allait la découvrir. Dans tous les cas, il voulait marquer les esprits. Il ressentait une haine à peine voilée pour sa victime. La police découvre l'identité de la jeune femme. C'est une Laotienne de 20 ans, connue sous le nom de Lana Long, qui exerçait la profession de danseuse dans un club pour hommes de Tampa. Les enquêteurs recherchent des indices qui pourraient leur expliquer comment la jeune femme a pu se retrouver aussi loin du centre-ville. La découverte de traces de pneus à proximité du corps de la victime pourrait s'avérer capitale. Si vous avez la chance de trouver des traces de pneus assez fraîches, c'est comme si vous trouviez des empreintes digitales. Parce que si on fait un moulage assez précis, on peut directement les relier à un pneu bien spécifique. Les seules autres pièces à conviction sont les restes des vêtements que portait la victime. Étant donné la nature extrêmement violente du crime, les enquêteurs envoient tous les éléments en leur possession au laboratoire du FBI, à Washington. Une jeune femme a été enlevée et agressée sexuellement avant d'être assassinée. C'est une affaire sordide, et on ne lésinera ni sur les moyens ni sur nos efforts pour résoudre l'enquête. Il faut mettre à contribution le meilleur laboratoire de police judiciaire du pays. Cette décision porte ses fruits. Les experts du FBI trouvent en effet une piste potentielle. Des fibres rouges caractéristiques sont retrouvées sur les vêtements de la jeune femme. Elles proviennent d'un certain type de tissu que l'on retrouve dans les intérieurs de voitures. Les moulages des traces de pneus révèlent eux aussi quelque chose d'inhabituel. Les pneus arrière sont montés à l'envers. La face intérieure est tournée vers l'extérieur. Un de ces pneus est par ailleurs d'une marque rare, le plus souvent monté sur les voitures de luxe.
Tous ces éléments pourraient aider à identifier le véhicule de l'assassin. Mais avant que les inspecteurs n'aient le temps d'enquêter davantage, un autre corps est découvert. 27 mai 1984. Dans un bois en bordure de Tampa, on retrouve le corps de Michelle Sims, une prostituée de 22 ans. Elle est couverte de sang. Elle a été battue, étranglée, puis égorgée. La deuxième scène de crime est beaucoup plus chaotique. La victime avait de multiples blessures. Celle infligée à la gorge diverge du précédent meurtre. Si c'était le même tueur, alors quelque chose dans son plan n'avait pas dû se passer comme prévu. Les policiers découvrent des abrasions dues à une ligature sur le bas de son menton. En enquêteurs aguerris, ils savent immédiatement ce que cela signifie. Quelqu'un qui se débat sans relâche contre un étranglement peut s'infliger ce genre de marque. Ici, la victime s'est beaucoup plus débattue que la majorité des gens dans ce genre de cas. Elle ne voulait pas mourir. Pour Elizabeth Yardley, psychocriminologue, la violence de l'attaque suggère une évolution inquiétante du modus operandi du tueur. Le tueur semblait devenir de plus en plus violent. Il ressentait probablement le besoin de l'être pour se procurer une forme d'autosatisfaction. Il existe ce concept d'excès de violence, lorsque l'agresseur use d'un niveau de violence plus que nécessaire pour tuer la victime. Cela suggère que l'agresseur éprouve du plaisir dans la violence. Et ce genre de tueur se montrera toujours plus violent à chaque nouveau passage à l'acte. Sur les lieux, les enquêteurs font des moulages des traces de pneus qu'ils retrouvent. Près du sein gauche de la victime, ils découvrent des fibres rouges. Ces éléments sont immédiatement envoyés au FBI. Et les analyses confirment que les fibres retrouvées sur Michelle Sims sont les mêmes que celles retrouvées sur les vêtements de Lana Long. La comparaison des moulages des traces de pneus suggère que les deux jeunes femmes se trouvaient à bord de la même voiture. Ces découvertes confirment les craintes des enquêteurs. Après analyse des preuves retrouvées sur les deux scènes de crime, il était évident que nous avions affaire à un tueur en série. La police sait qu'elle a un tueur impitoyable en liberté. Il s'attaque à des inconnus dans la rue. Et l'appréhender ne sera pas une mince affaire. Ce genre d'affaire n'est pas si courant que cela à la brigade criminelle. La plupart du temps, il existe une forte relation entre la victime et le suspect. Lorsque les deux parties ne se connaissent pas, il n'est pas impossible que l'affaire ne soit jamais résolue. Les enquêteurs fouillent dans le passé des victimes pour essayer de déterminer comment le tueur les sélectionne. Les profils des victimes avaient quelques similitudes. La première était stripteaseuse et la deuxième prostituée. Les prostituées travaillent en dehors de la société. Elles disparaissent facilement. Elles sont faciles à enlever. Elles dépendent des gens pour se procurer de l'argent ou de la drogue. Ce sont des proies très faciles. Mais au vu des détails particulièrement sordides des scènes de crime, il est clair que le mobile du tueur n'est pas la simple facilité. Il était évident que le tueur ressentait une véritable haine à l'égard de ces femmes. Cela saute aux yeux lorsqu'on étudie les scènes de crime. Ce n'était pas de simples crimes sexuels. Ces assassinats transpiraient une volonté de contrôle, de violence et de revanche. Pendant des mois, les enquêteurs étudient les éléments sans parvenir à élucider ces meurtres. Puis, en octobre 1984, le tueur passe à la vitesse supérieure. La police retrouve le corps de Chanel Devon Williams, une prostituée. Elle a été violée avant d'être tuée avec une arme à feu. Quelques jours plus tard, c'est Karen Bess Brinfield, une autre prostituée, qui est retrouvée violée, étranglée et ligotée comme un animal.
Alors que les médias exposent l'escalade de la violence de l'agresseur, les enquêteurs ressentent de plus en plus de pression pour appréhender ce tueur en série. C'est incroyablement frustrant d'avoir toutes ces preuves sous la main, mais aucun suspect. Sans description physique, on avance à l'aveugle. La police arpente les quartiers chauds, espérant ainsi arrêter le tueur en pleine action. Mais il semblerait qu'il ait une longueur d'avance. Tout le monde est persuadé qu'il frappera à nouveau. Mais quand ? Novembre 1984, Tampa, en Floride. La brigade criminelle est à la recherche d'un tueur en série violent qui terrorise la ville. Malgré tous les efforts des policiers, sa soif de sang ne semble pas vouloir diminuer. À la fin du mois, ce sont 4 nouvelles victimes qui ont été découvertes. Le tueur est hors de contrôle. La pression entourant l'affaire commence à affecter les enquêteurs. Ce n'est pas agréable d'aller travailler quand autant de personnes disparaissent. Les autopsies ne sont pas une partie de plaisir, et c'est horrible de devoir dire à des familles qu'un des leurs a été assassiné par un tueur en série. Les victimes sont seulement reliées entre elles par quelques fibres de tissu rouge retrouvées sur leur corps et par les traces de pneus retrouvées sur les scènes de crime. Avec maintenant 8 cadavres sur les bras, les enquêteurs réfléchissent au meilleur moyen de piéger le tueur. Se pourrait-il que quelqu'un ait échappé à ses griffes? Pourrait-il y avoir une survivante quelque part? Toutes les pièces à conviction relatives aux affaires de viol locaux sont envoyées au laboratoire du FBI pour être analysées. Chaque élément est passé au crible. 2 jours après le meurtre de la 8e victime, une découverte capitale a lieu. Des fibres rouges sont retrouvées sur les vêtements d'une victime de viol âgée de 17 ans. Et ce sont les mêmes que celles retrouvées sur la plupart des corps des femmes assassinées. Le FBI nous a rappelé. Enfin, l'affaire pouvait décoller, car nous avions un témoin vivant. L'histoire de la jeune femme a été enregistrée. Elle a été reçue 9 jours auparavant par l'enquêteur Larry Pinkerton. Ma collègue est venue me voir en me disant qu'elle avait probablement affaire à une fugueuse. Pourtant, la jeune fille racontait avoir été enlevée et agressée dans un appartement avant d'être libérée. Ma collègue n'estimait pas son histoire crédible, car la jeune fille était trop calme et son histoire trop détaillée. La jeune fille s'appelle Lisa McVeigh. Et son témoignage va permettre de relancer entièrement l'enquête sur les meurtres. C'était le 3 novembre 1984. À 2 heures du matin, je venais de finir ma journée dans la boulangerie où je travaillais et je rentrais chez moi en vélo. Il y avait une voiture au milieu du stationnement et je ne sais pas pourquoi, ça m'a paru bizarre. Elle était bordeaux, enfin un type de rouge. Et là, quelqu'un m'a arraché à mon vélo. Il est sorti de nulle part, l'a attrapée et l'a mise dans sa voiture. L'homme lui ordonne de se déshabiller et lui réclame une fellation. Il lui attache ensuite les poignets avant de lui bander les yeux. Mais Lisa est en pleine possession de ses moyens. Alors qu'il noue le bandeau, elle contracte son visage. Et lorsqu'elle le relâche, celui-ci est un peu plus détendu. J'avais 17 ans et j'ai pensé à faire ça. Je voulais pouvoir voir malgré le bandeau et j'ai réussi. Grâce à un léger desserrement de son bandeau, Lisa étudie son environnement. Je n'arrêtais pas de chercher des éléments que j'aurais pu relier à quelque chose qui m'était familier.
J'ai vu le mot Magnum sur le tableau de bord. Je regardais la série à la télé. Alors je savais que ça voulait dire quelque chose. Elle a vu le mot Magnum sur le tableau de bord. Elle ne savait pas ce que cela signifiait. Mais pour nous, cela voulait dire une Dodge Magnum. Grâce à sa présence d'esprit, Lisa permet d'identifier le véhicule de son agresseur. Lorsque la voiture s'arrête, elle s'attend au pire. Quand on s'est arrêté, je me suis dit « Oh mon Dieu !» Tout ce que je pouvais voir, c'était des arbres. Je me suis dit qu'on était dans les bois et que c'était la fin. Mais ils sont toujours à Tampa. Son kidnappeur l'a ramenée chez lui. Et elle s'apprête à vivre 24 heures de calvaire. Toute la journée et toute la nuit, il m'a violée encore et encore. Je n'ai pas compté, mais il m'a fait subir tout ce que vous pouvez imaginer. Il m'a violée. Mais Lisa parvient à se concentrer sur son envie de vivre. Je me disais qu'il fallait que je survive à tout ça. Quoi qu'il arrive, je devais y parvenir pour qu'il ne puisse plus faire ça à personne. Dans la salle d'interrogatoire, le calme et la détermination de Lisa surprennent les enquêteurs. Instinctivement, elle a su que si elle lui résistait, elle mourrait. Elle devait être plus intelligente que lui, et elle a réussi. Lisa raconte comment elle a inventé une histoire pour jouer avec les émotions de son agresseur. Je lui ai raconté que mon père était très malade et qu'il avait besoin que je m'occupe de lui. Alors s'il me tuait, mon père n'aurait plus personne et il serait anéanti. Son histoire semble fonctionner. Il m'a demandé ce qu'il était censé faire de moi. J'ai réfléchi très vite. Je lui ai dit qu'il avait l'air d'être un gentil garçon et que je pourrais me faire passer pour sa petite amie. On dirait à personne comment on s'était rencontrés, on inventerait une histoire et je m'occuperais de lui. Mais la réalité de sa situation la frappe de plein fouet lorsqu'un journal télé local annonce sa disparition. Quand j'ai entendu le présentateur dire mon nom, j'ai craqué. On parlait de moi à la télé. Je me suis mise à pleurer sans pouvoir m'arrêter. Il s'est alors approché de moi, m'a mis un revolver sur la tempe et m'a dit que si je continuais à pleurer, il serait obligé de me tuer. Il n'a pas dit qu'il allait me tuer, mais qu'il serait obligé de le faire. J'ai trouvé ça étrange. J'ai donc arrêté de pleurer. Il m'a ramenée dans la chambre et il m'a violée de nouveau. À 2h30, le réveil sonne. Son kidnappeur lui annonce qu'ils s'en vont et il l'emmène dehors. Il m'a dit de m'habiller et qu'il me ramenait chez moi. J'étais choquée de l'entendre dire ça. Il allait me ramener chez moi. Il installe à nouveau Lisa dans sa voiture et la conduit à travers la ville. Une fois de plus, la jeune fille essaye d'analyser tout ce qu'elle voit à travers le bandeau qui lui couvre les yeux. J'ai vu 2 hôtels à un carrefour qui m'ont aidé à comprendre exactement où je me trouvais. Son kidnappeur s'arrête pour retirer de l'argent. Il a besoin de liquide pour acheter du carburant. J'ai essayé de voir à quoi il ressemblait. Je voyais son dos devant le guichet bancaire. Les vitres de la voiture étaient baissées. Je pouvais même entendre le bruit des touches de la machine. On est ensuite allé à la station-service et il m'a averti. Si je tentais de sortir de la voiture, il me tuerait et il tuerait l'employé de la station. Je lui ai promis que je n'irais nulle part. Il me faisait confiance. Je n'allais pas tout risquer alors qu'il était sur le point de me libérer. Quelques minutes après avoir fait le plein, l'homme arrête la voiture. Il m'a serré dans ses bras et m'a dit qu'il était désolé pour mon père que tout ça soit tombé sur moi, que c'était pour lui qu'il me laissait en vie, qu'il n'allait pas me tuer car mon père avait besoin de moi. Il est sorti de la voiture, m'a ouvert la portière et m'a aidé à sortir.
Il m'a dit d'avancer de quelques pas et d'attendre 5 minutes qu'il se soit éloigné en voiture. Quand j'ai eu le courage de retirer le bandeau de mes yeux, j'ai vu ce magnifique chêne devant moi. C'est là que j'ai compris que tout irait bien. Lorsque Lisa raconte son histoire aux enquêteurs de police, ils ne font pas le lien entre son violeur et l'assassin des 8 femmes. Des femmes adultes habituées à la violence de la rue n'avaient pas réussi à échapper à ce monstre. Alors comment une adolescente de 17 ans aurait bien pu en être capable? Mais les preuves scientifiques racontent une toute autre histoire. Les fibres rouges sur les vêtements de Lisa sont les mêmes que celles retrouvées sur les cadavres. Son violeur est donc très probablement le tueur. Lorsque l'affaire de Lisa McVeigh a été reliée à celle des meurtres, ça a été très rapide. On devait retrouver cet individu. Ça a été une véritable chasse à l'homme. Les enquêteurs se concentrent sur les souvenirs de Lisa. Tout d'abord, la voiture de son agresseur. Lisa nous a donné la marque et le modèle de la voiture, ainsi que sa couleur. Ensuite, les différents endroits qu'elle a traversés le lendemain de son enlèvement. Elle a fait attention au trajet qu'il prenait. Elle savait qu'il retirait de l'argent. Elle savait environ l'heure qu'il était et elle avait une vague idée du lieu où elle se trouvait. Les enquêteurs font tout leur possible pour connecter ces informations. En étudiant les fichiers de la banque, nous avons appris qui s'était servi du distributeur. Puis, nous avons étudié les registres des propriétaires de Dodge Magnum. Un nom apparaît sur les 2 listes. Enfin, nous avions un véritable suspect. Il s'agit de Bobby Joe Long. La police étudie le passé du suspect. Il a 2 enfants et il a déménagé de Miami à Tampa en 1980. Les enquêteurs apprennent également un fait surprenant. Long a travaillé dans le milieu médical. Peu de temps auparavant, il était encore employé au service de radiologie d'un hôpital local. Long était un professionnel du monde médical. Un milieu où l'on trouve principalement des personnes bien intentionnées. Dans son cas, c'était probablement plus une façade que la réalité. Les enquêteurs découvrent rapidement que s'occuper des patients n'était pas vraiment la priorité de Long. En parlant à son ancien employeur, nous avons appris que c'était un pervers sexuel. Il lui était arrivé d'agresser certaines des patientes de l'hôpital. Après que Long leur a demandé de se déshabiller entièrement pour passer leur radio, plusieurs femmes se sont plaintes. Mais ce n'est pas tout. Long a déjà eu affaire à la police. La police de Miami nous a appris qu'il avait été arrêté pour viol. Mais allez savoir pourquoi l'enquête n'avait pas abouti. Les enquêteurs sont maintenant convaincus que Long est violent et dangereux. Le laboratoire judiciaire parvient à relier sa voiture aux scènes de crime. Les enquêteurs sont certains de tenir le tueur. Il est maintenant l'heure de l'arrêter et de mettre fin à son règne de terreur. Novembre 1984. Les enquêteurs de Tampa font le guet devant la maison du tueur présumé, Bobby Joe Long. Ils traquent ses moindres faits et gestes. Mais leur suspect se doute que l'étau se resserre autour de lui. Il a été sous surveillance pendant plus de 24 heures. Et pendant ce laps de temps, il a sorti de nombreux sacs poubelles de son appartement qu'il allait jeter dans la benne la plus proche. Alors que le suspect tente de détruire des preuves, les enquêteurs guettent le moment où ils pourront fouiller sa voiture. Les empreintes relevées sur les scènes de crime indiquent que les pneus arrière sont montés à l'envers
et qu'un des deux pneus est d'une marque peu courante. L'après-midi du 16 novembre 1984, Long se rend au cinéma. Lorsque Long s'est rendu au cinéma, cela nous a donné une brève opportunité pour aller observer les pneus de sa voiture, à la recherche d'éléments bien spécifiques. On savait que si les pneus correspondaient, on tenait notre meurtrier. Les soupçons des enquêteurs se confirment. Les deux pneus arrière sont montés à l'envers. Et l'un d'entre eux est bien d'une marque très rare. Lorsque Long sort du cinéma, les policiers procèdent à son arrestation. Il est accusé de l'enlèvement et du viol de Lisa McVeigh et placé en garde à vue. Les analyses du revêtement intérieur de la voiture de Long montrent une correspondance avec les fibres retrouvées sur les scènes de crime. Les enquêteurs tiennent leur homme. Mais avouera-t-il les meurtres? Au commissariat, les enquêteurs tentent d'amadouer Long pour le faire parler de ses crimes. Il coopère avec la police et reconnaît avoir enlevé Lisa McVeigh. Long n'avait aucun problème à parler de l'affaire McVeigh, car ce n'était pas un meurtre. Il savait aussi qu'elle avait sûrement parlé à la police, et il devait se douter que cela lui retomberait sur le dos. Il reconnaît aussi l'agression sexuelle, car il s'imagine que la police ne sait rien de plus. Il pensait que nous l'avions arrêté uniquement pour l'enlèvement. Il ne se doutait pas que grâce à Lisa, nous l'avions relié à tous les meurtres. Il n'en avait pas la moindre idée. Les enquêteurs font pression sur lui. Ils montrent à Long des photos des 8 femmes assassinées et lui demandent s'il a quoi que ce soit à voir dans leur mort. Agité, il affirme n'avoir jamais rencontré ces femmes auparavant. Les enquêteurs doivent maintenant changer de tactique. Ils se servent de l'expérience médicale de Long pour obtenir des réponses. Ils ont fait appel à son ego, à la fierté qu'il retirait de son travail. Ils lui ont parlé comme à un technicien médical, en lui disant que les techniques du laboratoire judiciaire étaient comparables à celles de la médecine. La police lui explique comment les laboratoires du FBI peuvent relier des meurtres entre eux grâce à de simples fibres. Et comment les empreintes des pneus d'une voiture sont comparables à des empreintes digitales. Cela a de toute évidence fait son chemin dans la tête de Long. Il réfléchissait à ce qu'il pouvait réussir à cacher. En fait, les policiers lui faisaient gentiment comprendre qu'il ne réussirait jamais à leur échapper. Long sait qu'il est démasqué. Calmement, il confirme être le meurtrier responsable de la mort brutale des 8 victimes recensées. Il a finalement dit « Oui, je les ai tués ». Bobby Joe Long raconte maintenant aux enquêteurs comment il a enlevé, violé et tué ces 8 femmes au cours des 7 derniers mois. Racontez-nous tout avec vos propres mots. Nous évoquerons les victimes chronologiquement. L'enregistrement glaçant de son interrogatoire nous apprend comment sa première victime, la danseuse Lana Long, a trouvé la mort. Comment est-elle montée dans votre voiture? Je lui ai demandé si je pouvais la déposer, elle a dit oui. Elle est montée en voiture et ensuite, j'ai arrêté la voiture sur le bord de la route. Que s'est-il passé quand vous êtes sorti? J'ai couché avec elle. Vous avez couché avec elle et ensuite, je l'ai étranglée. Long décrit ensuite le meurtre de Michelle Sims. Retrouvé égorgé. Il explique aussi pourquoi il a dû être aussi violent avec elle. J'ai voulu l'étrangler, mais ça n'a pas marché. D'accord, et ensuite, je l'ai frappé à la tête avec un truc. Qu'est-ce que vous cherchiez à faire? Vous voulez l'assommer? Je voulais pas qu'elle souffre.
Vous ne vouliez pas qu'elle souffre pendant que vous faisiez quoi? Pendant que je la tuais? D'accord. Long décrit ensuite les meurtres des autres jeunes femmes, dont les prostituées Chanel Williams et Bess Drinsfield. Ces aveux concernent certains des meurtres les plus sordides ayant jamais eu lieu à Tampa. Il était très explicite quand il nous décrivait ce qu'il avait fait à leur corps. Il nous a tout raconté de sa façon de procéder pour les tuer et de ce qu'il a fait subir à ces femmes. Il était furieux car une des femmes qu'il était en train d'agresser avait uriné dans sa voiture. Cela l'avait mis hors de lui. Le tempérament cruel et haineux de Long est en total contraste avec sa profession de technicien en radioscopie, emploi au cours duquel il est souvent confronté à des patients très malades et vulnérables. Long était fier de son poste de technicien en radioscopie, de sa place dans le milieu médical. Mais comme de nombreux tueurs en série, Long menait une double vie. Le tueur risque maintenant la peine de mort. Alors que Long attend son procès, les psychologues enquêtent sur son passé afin de comprendre ce qui a transformé cet homme en un tueur en série sans pitié. La mère de Long venait de Kenova, une petite ville de Virginie occidentale. En 1955, après avoir quitté le père de son fils de 2 ans, elle emmène ce dernier en Floride pour démarrer une nouvelle vie. Mais son emploi de serveuse dans les bars de Miami l'oblige souvent à laisser son fils seul à la maison. La petite enfance de Long a été chaotique. Sa mère se consacrait à sa propre vie et elle ne lui accordait pas beaucoup de son temps. Il se sentait abandonné. Il n'avait aucun adulte de référence dans son entourage. Il a commencé à se créer ses propres règles. Et lorsque sa mère est présente, leur relation est dysfonctionnelle. Ils partagent le même lit jusqu'à ses 13 ans. Sauf lorsque sa mère ramène un amant occasionnel. C'était probablement les seuls instants qu'il partageait avec sa mère. Les seuls moments où ils se retrouvaient tous les deux. Mais ces moments étaient souvent interrompus par la présence des amants de sa mère, qui l'éloignaient encore plus de lui. La préférence dont fait preuve sa mère à l'égard de ses amants au détriment de son fils détériore l'opinion que ce dernier a des femmes. Il n'a pas réussi à gérer ce rejet correctement. Je pense que c'est ce qui a planté les graines de ce qu'il allait devenir plus tard, de sa façon de voir les femmes et de cette idée du comportement que, selon lui, elle devrait adopter. À l'adolescence, Long souffre d'un nouveau coup du sort. Il est né avec un chromosome X supplémentaire et développe un syndrome de Klinefelter. Les conséquences sont désastreuses pour ce jeune homme qui commence à développer une véritable haine à l'égard des femmes. Le syndrome de Klinefelter a fait développer à Long une poitrine, comme s'il était une femme, ainsi que d'autres caractéristiques féminines. Il détestait le comportement de sa mère, et malheureusement, il commençait à lui ressembler. Pour lui, c'était la fin du monde. Long subit une ablation de la poitrine. Les cicatrices physiques guérissent rapidement. Mais l'impact psychologique pourrait bien être permanent. Cela a dû influencer sa personnalité. À l'adolescence, les jeunes se cherchent. Et c'est à ce moment-là que la plupart d'entre eux se forgent le caractère qu'ils auront à l'âge adulte. Malgré son enfance difficile, à l'âge adulte, Long semble prendre le contrôle de sa vie. Il rencontre sa première petite amie et ils deviennent inséparables. À 19 ans, il s'enrôle dans l'armée et reçoit une formation d'électricien. Au milieu de tout ça, Long a rencontré la jeune fille qui allait devenir sa femme. À cet instant de sa vie, tout aurait pu continuer normalement. Il aurait pu devenir une personne lambda, avec une vie de famille classique. Il était à un tournant de sa vie. En 1974, Long se marie et mène une vie de famille normale.
Il semble avoir pris son avenir en main. Mais c'est à cause d'une collision que sa vie va subitement basculer vers le chemin de la violence et de la terreur. Mes problèmes ont commencé 2 mois après ma commotion. Depuis l'accident, je me sens comme si j'étais toujours sur la brèche. Décembre 1984. Le tueur en série Bobby Joe Long a avoué ses crimes et attend son procès dans une prison de Floride. Il raconte au psychologue que ses problèmes ont commencé 10 ans auparavant. En 1974, Long a eu un accident de moto. Il a souffert d'une sévère commotion cérébrale et il affirme que celle-ci a modifié sa personnalité. Les dommages physiologiques portés au cerveau de Long à cause de son accident de moto se traduisent par une sorte de désinhibition de son comportement. En plus de devenir violent, il est aussi devenu lubrique. Long confie au psychologue que sa libido a été décuplée, qu'il devait constamment se masturber pendant sa période de convalescence à l'hôpital et qu'il devait avoir des rapports sexuels avec Cynthia, sa femme, 2 ou 3 fois par jour. La commotion cérébrale provoquée par l'accident peut expliquer ce brusque changement de personnalité. La commotion peut avoir affecté les zones du cerveau responsables de la sensibilité et de l'empathie, celles qui provoquent la répulsion et qui nous empêchent de faire des choses horribles. Toutes ces inhibitions ont soudainement disparu chez Long. Il devient rapidement incontrôlable. Il est accusé d'avoir agressé sexuellement la fille d'un collègue de l'armée. Puis, il en est renvoyé pour avoir agressé un de ses supérieurs. Débordant d'une violence lubrique, Long scrute les petites annonces à la recherche de femmes à agresser. On estime qu'entre 1975 et 1979, il a violé plus de 50 victimes. Quand un homme attaque une femme, 50 femmes, peut-être même plus, cela a un impact sur des centaines de personnes. Les personnes qui aiment ces femmes, leurs frères, leurs sœurs, leurs parents, leurs enfants, des centaines et des centaines de personnes voient leur vie modifiée à cause de ce qui est arrivé à ces victimes, à ces femmes. Sur son lieu de travail, le violeur en série a du mal à conserver son masque de professionnel dévoué. Il jouait son rôle de professionnel qualifié. Il allait travailler tous les jours à l'hôpital. Mais il n'a pas pu se contrôler très longtemps car il était indiscipliné. Il n'aimait pas recevoir d'ordre, et surtout pas de la part des femmes. Chez lui, son tempérament est incontrôlable. Sa femme et lui se disputent beaucoup. Et elle finit par demander le divorce. Long déménage à Tampa en 1980 pour prendre un nouveau départ. Mais ses perversions sexuelles ont au fait de refaire surface. Il agresse des patientes de son service de radiologie, ce qui provoque son renvoi de l'hôpital. Enfin, lorsque sa relation amoureuse avec une infirmière tombe à l'eau, c'est toute une vie de frustration qui se met au service de sa fièvre tueuse. On peut constater un mobile qui dure depuis l'enfance. La misogynie a toujours été là. Il a toujours eu une dent contre les femmes. Et son accident de moto a agi comme un déclencheur. C'est cet événement qui l'a conduit sur le chemin de la violence et qui a fait de lui un tueur en série. Mais une question demeure. Après avoir violé et tué au moins 8 femmes, pourquoi a-t-il épargné une adolescente? Long lui-même a révélé à quel point Lisa était passée près de la mort. Vous pouvez répéter? Je savais que ça conduirait à mon arrestation. Comment le saviez-vous? Je savais qu'elle m'avait vu et je me doutais qu'elle pouvait voir à travers le bandeau. Ça a été très compliqué de décider si j'allais l'épargner ou non. Mais je voulais pas lui faire de mal.
L'histoire inventée par Lisa et sa tentative pour se rapprocher de Long semble avoir fonctionné et lui avoir sauvé la vie. Je pense qu'il cherchait une raison pour la libérer. Selon lui, les femmes ne servent à rien. Elles sont le mal incarné. Mais quelle que soit la raison qu'il s'était inventée pour les tuer, elle ne s'appliquait pas à cette jeune fille. Et cela lui posait problème. Il avait tous les pouvoirs sur moi. Et c'est ce qui comptait. Les kidnappeurs, les violeurs recherchent tous à avoir l'ascendant sur autrui. Vous êtes leur marionnette. Ils vous manipulent. Et il faut tout faire pour survivre à ça. Septembre 1985. Long plaide coupable pour les 8 meurtres et pour l'enlèvement et le viol de Lisa McVey. Après une semaine de délibération, c'est à l'unanimité que le jury le condamne à la peine de mort. Bobby Joe Long est toujours en attente de son exécution. Depuis son incarcération, il a plusieurs fois tenté d'expliquer ses actions lors d'interviews télévisées. Il est évident que l'homme n'éprouve aucun remords. En les voyant marcher dans la rue, c'était comme évident pour moi. Je m'arrêtais, elle montait, je repartais, et un peu plus loin, je sortais un couteau ou un pistolet, et puis je les attachais pour les sortir de la voiture, et c'était terminé. J'ai toujours procédé de la même façon jusqu'à McVey. Long continue d'affirmer que c'est son accident de moto en 1974 qui est à l'origine de ses pulsions meurtrières. Je veux que ce soit clair. Je me cherche pas d'excuses, d'accord? Mais je sais que ma personnalité a changé après l'accident. L'impact causé par le choc fait que je me sens différent maintenant. Bien que les conséquences physiques de l'accident soient toujours sujettes à débat, les experts estiment que ces tendances meurtrières se sont développées durant son enfance. La génétique, le syndrome de Klinefelter, sa féminisation à l'adolescence et les persécutions que cela a engendrées, son étrange relation avec sa mère a miné à jamais tout le respect qu'il portait aux femmes. Tout cela est imprimé dans son cerveau, car toute sa vie, il n'a connu que ça. Son existence entière ressemble à une sorte de vengeance à l'encontre des femmes, à cause de la manière dont sa mère l'a traité et de ce qu'il a ressenti pendant toutes ces années. Mais assez incroyablement, la folie meurtrière de Long a eu un impact positif sur la vie d'une de ses victimes. Le matin de son enlèvement, Lisa McVey envisageait de mettre fin à ses jours. Je voulais me suicider. J'allais prendre un pistolet, le mettre dans ma bouche et me tuer. Avant sa rencontre avec Long, Lisa avait déjà souffert d'abus sexuels à répétition. Cela faisait 3 ans que je subissais des sévices sexuels chez moi, de la part du compagnon de ma grand-mère. Ce jour-là, avant d'aller au travail, j'avais décidé de me suicider. J'avais même écrit une lettre. La seule chose qui m'a empêché de le faire, ça a été mon enlèvement. Son instinct de survie s'éveille au cours de sa séquestration. C'était incroyable. Je ressentais une force et une endurance que je n'avais jamais eu conscience d'avoir en moi jusque-là. Je me suis promis que si je m'en sortais, jamais plus personne ne me toucherait. Cette horrible épreuve m'a sauvée d'une autre épreuve tout aussi horrible et m'a sauvé la vie. C'est grâce à ça que je peux témoigner aujourd'hui. Lisa est maintenant agente de police spécialisée dans l'aide aux victimes d'abus sexuels. Je suis entrée dans la police car je ne voulais pas que d'autres personnes subissent ce que j'avais subi. Et si malheureusement cela devait arriver, je voulais pouvoir les aider. Je suis contente que ça a été moi cette nuit-là sur ce vélo. Je ne changerai rien à tout ça, car c'est ce qui fait ce que je suis devenue aujourd'hui. Bobby Joe Long se cachait derrière le masque d'un respectable employé d'hôpital. Ces meurtres atroces ont choqué toute une ville et ont brisé de nombreuses vies.
Pour ceux qui se sont battus pour le livrer à la justice, il mérite la peine capitale. Robert Jolang est quelqu'un de malade, très malade. On ne pourra jamais oublier les actes qu'il a commis. Jamais. C'est impossible. Et j'espère qu'un jour, les 50 femmes de Miami qu'il a violées, et toutes les autres dont nous ne savons rien, ainsi que les familles des victimes qu'il a assassinées, pourront trouver du réconfort dans son exécution, en sachant que plus jamais, il ne pourra recommencer.